Eh ben, bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui nous ont rejoints. Eh bien, on va terminer cette série de conférences par un débat. Et alors, il faut que je mette mes lunettes parce que j'ai pris quelques notes. Je ne vois rien. Dont le sujet est objectif ou partisan, les graphiques remplacent-ils un bon discours? Alors, on a tous remarqué que lors du Covid, au tout début du Covid, on a tous été sidérés d'avoir tous à être enfermés. Mais on a vu une chose assez extraordinaire, c'est qu'on a vu notre Premier ministre arriver faire une conférence de presse et il est venu avec son PowerPoint et avec plein de graphiques. Et là, moi j'avoue que j'ai été scotché parce que c'est bien la première fois que je vois un homme politique arriver avec plein de data et plein de trucs alors que leurs communicants leur disent tout le temps surtout pas de données, surtout pas de graphiques. Bon, après cet étonnement, on a quand même réanalysé un petit peu tout ça parce qu'on est des gens un peu... on est allé regarder un peu la gueule de ces graphiques et au final, ils étaient d'une médiocrité assez consternante et on a vu énormément de graphiques de très mauvaise qualité dans toutes les conférences de presse qui ont suivi. Néanmoins, on s'est dit, bah, ça y est, la data vis, c'est bon, c'est arrivé, c'est le nouveau langage de communication. Et voilà, et on se pose la question de savoir est-ce que c'est une petite révolution, est-ce que c'est juste un effet de mode, et puis dans un an, on fera plus de graphique, on fera plus rien. Et c'est de ça qu'on va débattre ce soir. Et donc, nous avons 4 intervenants. Donc, pour ceux qui étaient là à toutes les autres conférences, vous les connaissez, mais je peux les représenter très rapidement. Donc, Cyril Belmedi, là, qui est de Pierre Fabre et qui est responsable de la transition numérique, je ne sais pas comment on pourrait dire, de la data. Voilà. Christophe Bontemps, qui est donc enseignant, je ne sais pas comment on peut dire, à l'ONU, dans la data vis et la statistique, et qui est un ancien qui est toujours de la TSE, de Tout School of Economy. Éric Mauvière, qui est le président de ISEM7, donc une société à Toulouse dans la data vis et la data. Et Florent Melki, qui est data analyst et qui nous vient de Nantes, et qui travaille dans une société qui s'appelle Dernier Cri, c'est ça, voilà. Donc, moi, la première question que j'aurais envie de vous poser, alors je suis retombé sur une citation de Churchill qui disait « Je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées ». Je me dis, si Churchill vivait encore aujourd'hui, il aurait pu dire « Je ne crois aux data vis que lorsque je les ai moi-même falsifiées ». Donc, on va se poser la question, puisque dans l'objet de notre débat, c'est objectif ou partisan, les graphiques remplacent-ils un bon discours? Déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est l'objectivité d'une data vis. Est-ce que c'est une question de données ou est-ce que c'est une question de représentation de données? Typiquement, on peut tout à fait prendre un jeu de données, tout ce qu'il y a de plus objectif et clair, et faire la plus mauvaise des data vis. Mais on peut inversement avoir des données qui sont plus que douteuses et faire une data vis absolument magnifique. Donc la question, c'est comment peut-on s'assurer de l'objectivité d'une data vis? Donc je ne sais pas qui veut démarrer, qui a une première idée sur cette première réflexion par rapport à cette question. Oui, je veux bien démarrer. Bon, ben ça marche. En fait, sur l'objectivité de la data vis, je reviens un peu au schéma que je montrais tout à l'heure. Finalement, c'est que je ne suis pas sûr qu'en tant que tel, y ait une forme de... Une data vis est plus objective ou moins objective finalement que des data brutes. Je pense que la question qu'il faut se poser, c'est quelle finalement méthode a été utilisée pour la produire, c'est-à-dire comment on source les informations, comment on vérifie la qualité des informations, etc., etc. Mais le biais en tant que tel dans une data vis, j'ai presque envie de poser la question autrement. C'est finalement, est-ce qu'une data vis peut introduire plus facilement un biais que des mots? Et là, la réponse, j'ai envie de dire oui. Parce que, effectivement, pour moi, un mot, c'est quelque chose d'analytique. Ça veut dire que quand je dis, je ne sais pas, cette action était à 65 et elle est passée à 45, mon cerveau fait une analyse. 65, 45, 45, c'est un peu plus que la moitié, elle n'a pas perdu 50%. Je réfléchis. La data vis, c'est quelque chose qui vient chercher des choses beaucoup plus innées chez nous, qui sont liées à la perception du danger finalement. Et si je montrais un graphique à barre avec les fameux exemples où je change l'abscisse ou l'ordonnée et je fais commencer l'ordonnée à 40, ben je prends le même exemple. Je mets l'ordonnée à 40 et je vous montre une barre à 65 et une barre à 45.
et bien là, votre cerveau, il ne voit qu'une barre qui est 5 fois plus grosse que l'autre. Et je viens d'introduire un biais beaucoup plus facilement visuellement que par le mot, parce que par le mot, il est plus difficile à introduire. Donc moi, j'ai l'impression que contrôler le biais d'une data vis, c'est contrôler toute la gouvernance en amont, le sourcing, etc. Et est-ce qu'il y a des biais en plus? Oui, peut-être, parce que la data vis fait appel à des choses beaucoup plus innées chez nous que le mot, en fait. Qui veut réagir? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Moi, je vais dire non, mais juste pour le plaisir, parce que sinon le débat est fini. Non, mais en fait, je sais pas, moi, ce que ça m'évoque, c'est... On sait qu'avec une rhétorique aussi, on peut facilement retourner des cerveaux, en fait, et raconter n'importe quoi. Alors, je vais pas dire un truc facile, genre, regardez les politiques, mais regardez les politiques. Ils peuvent faire de la langue de bois, et au final, juste avec des mots, arriver à prouver des choses où on se pose un peu la question de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Du coup, oui, je suis d'accord. Étant donné que la data vis, c'est pas mal perceptif, ouais, on pourrait avoir tendance à dire que c'est plus facile de tricher avec. Mais je sais pas. Oui, non, mais toute personne, c'est ça, et on revient... Sans être persuadé. Par contre, sur ce que tu disais sur les données, enfin, oui, c'est évident, mais même là-dessus, il y a un débat de ce qui est une vraie donnée ou une donnée qui n'est pas vraie. Enfin, parce qu'il peut y avoir deux personnes qui sont d'accord pour avoir bien fait leur job et qui, sur la même chose, vont sortir la même donnée, en fait. Un exemple, hein, j'ai vu il y a quelques temps, c'était une conférence de Nicolas Kaiser-Bril, je ne sais pas si tu connais ou vous connaissez, qui est un data journaliste qui avait fondé J++, ouais, qui racontait cette histoire qu'ils avaient fait une enquête pour voir, je ne sais plus en quelle année, le nombre de morts par la police. Chiffre de la police, 0. Tout va bien, ils ont bien fait leur job. Chiffre des data journalistes, 24, un truc comme ça. Bon, les deux étaient quand même de bonne foi. La question, c'est pourquoi il y en a eu 24 de différence. Bon, voilà, ils n'ont peut-être pas menti, la police. Peut-être que c'est juste qu'on n'a pas la même définition que qu'est-ce qu'un mort par la police. Est-ce qu'il doit être mort directement par la balle ou suite des blessures de la balle? Voilà, je sais pas, on peut un petit peu en discuter. Hein. Mais comme qu'est-ce qu'un mort par le Covid, pour taper directement dans le débat du moment, quoi. Est-ce que, moi, je sais pas ce que c'est un mort par le Covid, quoi. Du coup, faire une vise après sur le nombre de morts par le Covid, c'est un coup à se planter facilement ou à envoyer un message qui est peut-être pas le bon ou qui va juste faire flipper tout le monde, en fait, parce qu'on a envie d'envoyer un certain message, quoi. Oui, moi, je suis assez d'accord avec cette analyse. Pour revenir sur le Covid, enfin, je pense que tout ce qui vient d'être dit, je partage. Comme tous les outils, si on ne sait pas bien décoder, de toute façon, on peut se tromper. Si on ne comprend pas un niveau de langage ou parce que c'est écrit dans une langue étrangère, on va mal interpréter ce qui est écrit. Si vous êtes allé à l'étranger et que vous voyez marquer quelque chose en vous disant « c'est bien, j'ai garé ma voiture à cet endroit-là » et que vous vous rendez compte 10 heures plus tard que ça voulait dire « rue », vous êtes un peu mal barré, vous avez mal décodé le message et vous ne retrouvez pas votre voiture. Donc l'aspect du décodage est vachement important. Comme dans n'importe quel langage. Bertin disait que la graphique est un langage. Si on n'arrive pas les outils pour le décoder, déjà, il y a un biais. Donc, est-ce que les gens ont un peu plus de mal parce qu'ils n'ont pas forcément les outils pour décoder certains graphiques? Et du coup, cela rend, comme tu le disais, le graphique peut-être un petit peu plus dangereux et les erreurs peut-être un peu plus nombreuses. Ça, moi, j'en suis un peu persuadé. Alors, pourquoi? Parce qu'effectivement, comme tu le disais, c'est un petit peu plus intuitif. On n'a pas encore l'habitude de lire un graphique. Je reprends. Mais personnellement, hein, je dis ça parce que j'ai quand même 20 ans d'expérience dans la data. Il n'y a pas longtemps, quand je vous donnais l'exemple du 65 et du 45, c'est un exemple vécu. Je regarde un cours en bourse et je me dis, mais ils se sont écroulés, quoi. Et tout d'un coup, je vois que le graphe démarre à 40. Et moi-même, je me suis fait avoir. Ça veut dire, alors pourtant, je fais de la data vis, j'ai de l'expérience, etc. Il y a comme un côté, je trouve, dans la data vis qui vient faire appel à quelque chose de beaucoup plus automatique dans mon interprétation. Et quelque part, c'est pour ça que je disais ça, c'est que j'ai l'impression que par rapport aux mots, ou quelque part... il y a un décryptage un peu plus laborieux, ou je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de beaucoup plus intuitif dans la data vis. Et en même temps, je vais finir toujours sur le Covid, sur une étude qui a été faite tout à fait au début des courbes de Covid. Quelqu'un au Financial Times a eu la bonne idée, puisque c'était une évolution qui était exponentielle, de passer en log sur l'axe des verticales, de manière à montrer
la vitesse de propagation du Covid. Cette page a été la plus consultée du Financial Times de tous les temps. Et des chercheurs de la London School of Economics ont fait une étude et ont essayé de savoir si les gens avaient compris ce qu'ils voyaient. Eh bien, en fait, 60, ou je ne me rappelle plus du pourcentage, mais beaucoup de personnes n'avaient absolument pas compris qu'il s'agissait d'une évolution, d'une vitesse. Mais par contre, ce graphique-là, leur donner un ranking était plus facile à lire que des courbes avec des exponentielles. Donc en fait, ils ne le décodaient pas, ils ne le comprenaient pas, mais ils ont été le voir et c'était vachement bien. Et ça, moi, je pense que ça doit un peu nous interroger sur la capacité de décodage des gens qui lisent, regardent ou essayent de lire nos productions. Et du coup, à qui en revient la responsabilité? Est-ce que c'est aux producteurs J'ai posé la question j'ai eu la chance de discuter avec Alan Smith, le directeur de la publication à DataVis au Financial Times, c'est le directeur de ça, qui m'a dit c'est pas grave parce que de toute façon, on produisait 25 graphiques chaque jour. Et donc la multitude fait qu'on finit par trouver celui qu'on comprend. Parce que comme toi, je me dis, mais est-ce que ça pose pas un problème de déontologie? On croit comprendre, en fait. Et les gens croient aussi comprendre des titres de journaux, croient comprendre des analyses en lisant en diagonale ou sur un téléphone. C'était sa réponse. Sa réponse est de dire, en produisant plusieurs fois la même information de manière différente, on finit par lever l'ambiguïté sur ces éléments-là. Et du coup, avoir une sorte d'objectivité par la diversité. Eric, tu es silencieux, tu n'as pas d'avis sur la question? Je suis fasciné par tout ce que j'entends. Mais bon, indiscutablement, les données doivent être de bonne qualité, c'est certain. Et moi qui viens de l'INSEE, je ne peux qu'encourager chacun à vérifier toujours la source des données. Et une bonne représentation graphique ou cartographique non seulement cite ses sources, mais bon, vous l'avez dit, permet d'accéder à la méthodologie, permet idéalement d'accéder aux jeux de données pour qu'un joueur ou un expert puisse se livrer lui-même à ses propres reconstructions graphiques. Moi, je regarde déjà qui a fourni les données et qui a construit le graphique. Il y a quand même des gens à qui je fais confiance. C'est sûr que si c'est le New York Times, si c'est l'INSEE, si c'est un institut de recherche, dont on connaît l'éthique et la déontologie, c'est le principe éthique au sein de la profession statistique et même journalistique, c'est évidemment quelque chose à quoi je me fie. Ensuite, moi j'ai un peu du mal avec l'idée qu'un graphique puisse mentir. Je pense qu'un graphique peut être faux, c'est-à-dire que si des barres ne traduisent pas le chiffre, c'est qu'il est juste faux, il est mal construit. C'est pas qu'il ment, c'est que là, sémiologiquement, ça veut juste rien dire. En revanche, le plus souvent, mais ces cas-là sont très rares, ils sont tellement cités comme exemple dans les cours, et à mon avis trop cités, parce que c'est l'arbre qui cache la forêt de mon point de vue. Bertin disait, il y a des graphiques plus efficaces que d'autres, il y a des représentations plus efficaces que d'autres. Moi, je suis beaucoup plus choqué par l'avalanche de représentations en 3D, que je trouve puérile et ridicule dans la plupart des cas, que par les distorsions qu'on évoque là, qui sont bien moins fréquentes en réalité. Donc qu'est-ce qui peut nous apprendre tous collectivement à construire des graphiques plus efficaces? Dans le cas du log, il est clair que la plupart des gens ne comprennent pas qu'il s'agit d'une échelle logarithmique. Mais si le graphique est efficace parce qu'il permet d'étager les pays, plutôt que de les superposer tous, eh bien il a rempli son office. Oui, mais est-ce qu'il n'a pas besoin d'une bonne pratique avec une annotation un peu plus explicite? Il y en a qui le font. Notamment l'atelier de cartographie de Sciences Po explique ces échelles logarithmiques. On peut aussi faire de la pédagogie, il y a des gens que ça intéressera, peut-être pas. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose? On n'en finirait pas. Non, d'accord. Alors moi j'avais une autre question, puisqu'on parle justement de la puissance de la visualisation de données, parce que ça fait un effet waouh, hein, comme tu disais, là, quand tu vois tes barres, tout de suite tu as compris que c'était énorme, alors qu'en fait il y a un problème d'échelle. En fait, c'est ce qu'on dit avec l'image, hein, on dit qu'une image vaut plus que 1000 mots,
Et moi, je me posais la question. Alors, on sait, par exemple, il y a 2 exemples moi, que je prends tout le temps. La petite photo du jeune petit Turc qui était mort sur une plage de Petit Elan. La photo a été publiée et ça a changé la politique migratoire de l'Europe avec 500 000 émigrés qui ont été accueillis en Allemagne, etc. Avec juste une photo. Donc, ça montre la puissance. On a à peu près la même image de la petite fille au Népal au Vietnam qui a été l'élément déclenchant pour arrêter la guerre au Vietnam. Alors, je ne dis pas que c'est ce qui a arrêté, mais en tout cas, ça a été. Donc, ça montre la puissance, en fait, de la DataVis. Un exemple de DataVis qui a changé un petit peu, je dirais pas changer le monde, mais souvenez-vous du documentaire d'Al Gore, qui a montré la courbe d'augmentation du CO2, qu'il a scénarisé, puisqu'il l'a mis, il est monté avec un élévateur pour montrer comment elle montait, et les gens ont été fascinés de voir une simple graphe en ligne, voilà, et plein de gens ont pris conscience de ce que c'était que la problématique du réchauffement climatique. Donc la question que je me pose, et on l'a un petit peu abordé derrière, c'est est-ce qu'on sait ce que les gens comprennent des DataVis? C'est ce que tu as dit tout à l'heure avec les échelles log, mais est-ce qu'on a mesuré ça? Est-ce que quand vous faites un bar chart, est-ce que 100% des gens comprennent le bar chart? Quand vous faites un line chart avec des trucs, est-ce que les gens comprennent? Et la question un peu qu'il y a derrière, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir des retours, quoi? Comment est-ce qu'on peut... Alors, est-ce que vous avez cette expérience, vous, de compréhension de ce qui se passe? Christophe, peut-être? Moi, je vais juste citer un exemple académique, puisqu'il est assez ancien, assez connu. C'est Cleveland et McGill qui, dans les années 75-80, je crois, ou 80, ont testé en fait l'efficacité de certains graphiques auprès de leurs étudiants. Donc ils ont pris un panel d'étudiants, certains ils montraient des nombres, certains ils montraient un type de graphique, d'autres un autre type de graphique. Ils leur posaient des questions après, et on a pu voir, déterminer quels étaient d'une part les biais de mémorisation, ou les biais tout court dans la représentation, et d'autre part quels étaient ceux qui étaient les plus efficaces ou les plus mémorisés. Ça d'accord pour les étudiants, mais est-ce qu'on a une idée du grand public? Puisque quand on fait un truc sur le New York Times, ou même dans nos sociétés, quand vous présentez un graphique, quels sont les gens qui ont compris? Est-ce qu'on a eu cette idée-là? En fait, c'est ça, moi, mon interrogation. Personnellement, aucune idée, mais je pense qu'il y a aussi des producteurs qui, de toute façon, ne savent pas non plus, en termes de théorie, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Parce que là, toi, tu dis que donc il y a des études qui ont été faites. Bon, oui, je pense qu'on connaît tous, enfin tous. Certains exemples. Allez, on ne parle pas du camembert. On change. On va parler du radar chart, par exemple, que tu remplaces par un parallèle plot. Voilà, bon, ça fonctionne mieux, très bien. Ça n'empêche pas. Je suis désolé pour ceux que ça noie. Si on avait un tableau, je vous ferais un dessin. Mais en gros, voilà, il y a des graphes qui représentent un peu la même chose, mais les études ont montré qu'il y en a un qui est plus rapide que l'autre, en gros, pour comparer différentes données. Bon, très bien. Ça n'empêche pas qu'il y a des gens, ils aiment bien avoir des vises rondes, enfin circulaires, quoi. Donc voilà, un radar chart, c'est circulaire, ça ressemble à une toile d'araignée, c'est joli, enfin tout le monde kiffe. On ne peut rien y faire en fait. Enfin, c'est pas qu'on peut rien y faire, on aura beau dire de toute façon, oui mais regardez, il y a mieux pour faire ça. Le truc, c'est qu'il y a un attrait pour les formes circulaires, genre il n'y a pas moyen de lutter contre, quoi. Pour prolonger... Ça dépend de ce qu'on veut en faire et du temps qu'on a. Les gens qui construisent des interfaces homme-machine, notamment dans l'aviation, savent un certain nombre de choses sur les capacités de l'œil humain à visualiser des accélérations via des variations d'une petite aiguille qui sont beaucoup plus perceptibles en très peu de temps que des chiffres qui déroulent et qui t'indiqueraient une perte d'altitude ou de je ne sais pas quoi. Donc les gens qui... Parce que là, il y a quelque chose de critique derrière, en fait. Oui, la criticité, c'est... Non, l'élément, c'est qu'il faut que tu t'en rendes compte très très vite de quelque chose qui bouge très très abruptement. Donc il y a une finalité extrêmement précise. Je pense que plus on a un graphique qui est, entre guillemets, qui a une finalité assez large, plus tu as de possibilités de le varier. Parce que... Et plus, d'ailleurs, ce serait utile de varier sa représentation, parce que puisqu'il a une finalité assez large, on peut le regarder en 10 secondes, on peut le regarder en y faisant attention. Et donc là, pour le coup, je pense que c'est la finalité qui devrait orienter le type de graphique que tu fais. Typiquement sur le web, sur un téléphone, une affiche A3 ou dans une salle de classe, je pense qu'il ne faudrait pas faire le même type de graphique avec les mêmes données. Ce n'est pas le même temps. Peut-être qu'il y a des graphiques qui permettent de faire tout ça à la fois, sûrement, ils doivent être assez simples. Mais dès qu'on rentre dans des choses un petit peu plus complexes, je pense qu'il faut se poser la question.
C'était un peu le point de tout à l'heure. Enfin, je pense qu'il y a différents niveaux aussi de visualisation. Enfin, on parlait justement, est-ce qu'il y a des éléments basiques finalement que les gens comprennent ? Je ne sais pas s'il y a eu des études sur le sujet, je pense que c'est assez difficile à dire. Il y a des choses dont on est sûr, par exemple, c'est que si je mets à quelqu'un deux barres de taille différentes, ça va être beaucoup plus facile pour lui de percevoir la différence de taille que si je lui mets deux chiffres. C'est évident. Enfin, il y a d'autres choses évidentes qu'on sait aussi, c'est que je crois que c'était une étude du MIT qui disait que le cerveau interprète 60 000 fois plus rapidement une image que des mots, en fait. Donc ça, on sait aussi que notre cerveau, par notre nature, hein, pour sortir de la caverne, comme je dis souvent dans mes formations, l'homme a dû interpréter très rapidement ce qui se passait autour de lui, puisqu'il n'avait pas ce luxe de dire « Oh, ça a l'air de bouger là-bas un peu, c'est peut-être un tigre, mais c'est pas grave ». Non, il fallait prendre des décisions très rapidement, et toute la data vise est basée là-dessus, finalement. C'est-à-dire sur cette perception du danger, des ordres de grandeur, des densités, etc. Donc du coup, je ne sais pas s'il y a des études qui disent est-ce qu'il y a vraiment des éléments élémentaires qu'on comprend facilement. Moi, je pense que quand le producteur se pose lui-même la question, c'est-à-dire « Je ne suis pas sûr que la personne va comprendre », on revient à ton graphe de tout à l'heure, c'est de mettre des légendes, de contextualiser un peu, de dire, tu sais, 3 points, ça veut dire ça. Là, attention, il y a une échelle logarithmique ou des choses comme ça. Mais je ne pense pas que l'état de l'art soit assez mature aujourd'hui pour dire qu'est-ce qui marche de façon basique et qu'est-ce qui ne marche pas, quoi. Je ne suis pas 100% sûr là-dessus, mais je pense que Christophe saurait mieux que moi là-dessus, sur la théorie. Non, par contre, moi, là où ça me fait me questionner, c'est en fait, du coup, sur plus le but de la data vise et le message qu'on veut faire passer derrière. Moi, c'est ce que je donne des cours aussi à des étudiants et je leur dis, voilà, votre data vise doit suivre à un moment un message. Qu'est-ce que vous voulez faire passer ? Et peut-être que là-dessus, du coup, c'est bien, c'est pour contredire ce que j'ai dit avant. Un parallèle plot, c'est bien, dans la théorie, ça fonctionne mieux pour comparer des données, mais peut-être que le radar chart, il est plus engageant, en fait. Et du coup, s'il est plus engageant, les gens vont peut-être, enfin le public, on va dire, va peut-être plus s'intéresser du coup à ça et vouloir aller explorer les données. Donc, in fine, ça en fait une vis qui est meilleure. Ça dépend juste de quoi on parle quand on dit meilleur. Alors, il y a aussi, je peux me permettre, il y a aussi une habitude, c'est-à-dire qu'on a, souvenir d'une grande société qui vendait du multimédia, des choses comme ça, qui faisait des articles techniques tous les mois, là, je ne citerai pas, et qui faisait ces articles avec des radars. Donc on s'était habitué pendant 20 ans à voir le comparatif de la chaîne IFI machin, du truc avec ce radar. Et finalement, bon, on l'a démontré, hein, je crois que Christophe, tu avais fait un meet-up justement pour le montrer tout le bien que tu pensais des radar plots. Et finalement, les gens s'étaient habitués à ça. C'est-à-dire que même s'il était mauvais, on s'est habitué. Et changer finalement vers quelque chose, peut-être pour les parallèles plots qui étaient beaucoup mieux. Mais du coup, comme on est habitué, on a du mal, on résiste un peu au changement. Et finalement, on reste englué dans des graphiques qui ne sont pas bons finalement. J'ai quand même l'impression que les radars charts ont disparu de la circulation. Hein. Grosso modo, moi j'en vois plus dans la presse. Non, on m'en demande encore. Grand bien te fasse de ne plus en voir. Mais je les trouve très inefficaces. Et On pourra t'en montrer ce soir tout à l'heure. Oula. Non, je voudrais juste compléter, tant que j'ai le micro. Christophe, tu as cité une étude académique. J'en ai rapidement cité une autre là, de Michel Borkin tout à l'heure. Il est suivi des mouvements oculaires. Donc il y a des méthodes pour analyser à la fois ce qui se passe quand les gens découvrent un schéma, un diagramme, une data vise au sens large. Quelques minutes après, donc en général, ils scannent. Quelques minutes après, on peut leur demander de revoir l'image. Et on va distinguer les situations où ils vont tout de suite au centre de l'image, ce qui est le signe qu'ils l'ont déjà décodé et imprimé dans leur mémoire. Ou est-ce qu'ils continuent à la scanner parce que quelque chose n'est pas rentré. Et la dernière séquence de l'expérimentation, c'est de les faire verbaliser sur ce qu'ils ont effectivement retenu de l'image. Donc, il existe des méthodologies de chercheurs pour évaluer l'efficacité d'une data vise. Est-ce qu'elles sont largement utilisées? Je ne sais pas. Mais pour le rendre universel, après, c'est ce que tu disais, c'est que finalement, est-ce que, oui, on fait une étude en moyenne, voilà, la barre, elle est plus efficace que ci ou que ça, mais comme tu disais, pour des personnes qui sont habituées, ils ont vu des radars Sharp pendant des années, je lui mets un autre format, mais non, parce qu'il est moins engageant pour lui. Donc c'est dans ce sens-là où je disais qu'on n'était pas mature tout à l'heure, c'est que même, je ne sais pas si on le sera un jour, parce que en fait, de dire qu'il y a des choses plus efficaces que d'autres, oui, mais maintenant, est-ce qu'il y aura un jour une espèce de recette magique type, voilà, la charte graphique de la data vise, c'est comme ça qu'il faut faire pour que ce soit efficace pour tout le monde? J'y crois pas. Même dire plus efficace, finalement, est-ce que c'est pas un peu... Tricher. Non, orienté.
Non, ça va pas être. C'est pas pour le dire méchamment. Est-ce que c'est pas un peu se mettre au-dessus finalement de tout le monde et dire bah voilà, moi j'ai la vérité, je sais que c'est plus efficace, juste parce que en gros, on a dit, allez, Bertin a dit bon bah voilà, si une vis est plus efficace qu'une autre parce qu'on la décode plus vite, alors c'est qu'elle est meilleure. Bon bah ok, d'accord, mais si on la décode plus vite et puis qu'en fait on n'en retient rien parce que finalement on passe à autre chose, bah elle est moins bien parce qu'elle reste moins dans le cerveau. Donc la question de l'efficacité, au final, peut-être que c'est à l'utilisateur d'en juger. En fait, on a presque la réponse sur l'efficacité. C'est que dans les pubs à l'heure actuelle, il y a marqué moins 72%, plus 33%. Il n'y a pas tellement de graphiques. Et les pubs, c'est quand même l'objet du grand public. Si les gens se payent une minute de pub en marquant 78% de je sais pas quoi, s'ils continuent avec ça, c'est que quelque part, ils n'ont pas trouvé mieux, quoi. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de publicité avec des graphiques. Il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc ça m'amène à aborder un autre sujet qui est le problème de la formation, parce que finalement, c'est un peu ça, hein, tu nous en as parlé, Cyril, tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, la question que je me pose, est-ce qu'il faut former finalement ceux qui font les data viz et qui vont les présenter aux autres, ou est-ce qu'il faut former ceux qui vont recevoir la data viz? Et puis, suivant le cas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, quoi? Qu'est-ce que vous avez comme expérience par rapport à ça? Qui veut démarrer? Alors moi, je suis intarissable là-dessus. Il faut former tout le monde. Je pense que d'une manière générale, et pas que sur la data viz, aussi sur la data, il faut former les gens. Peut-être même avant de former sur la data viz, il faut former les gens sur la data, sur ce que ça veut dire, sur ce qu'on mesure, sur ce qu'on a choisi de montrer, ce qu'on a choisi de ne pas montrer. Et ça paraît évident comme ça, mais vraiment, je pense que là, c'est super important dans une démocratie de bien utiliser les données et de bien former les gens à comprendre que ce qu'on leur montre n'est qu'une partie d'un phénomène. Parce que là, on rentre vraiment dans des problèmes très très sérieux et qui peuvent être des affrontements sans fin sur mais non, les données montrent que ça. Si on n'a pas la culture pour comprendre quelles données, dans quel contexte elles ont été collectées, ce que tu disais, hein, là, je crois que c'est vraiment grave. Donc, je pense qu'il faut former d'abord à l'utilisation. Et je pense que, Eric, tu vas aussi, toi qui as travaillé à l'INSEE, tu vois bien à quel point la diffusion de données brutes à des gens peut être compliquée, peut être problématique si on ne l'explique pas, si on ne l'accompagne pas d'une explication. Prenez un panier de biens, les gens ne comprennent pas ce que c'est, comment il est formé, avec quelles données, pourquoi ça monte, pourquoi ça descend, etc. C'est très, très compliqué. Donc, je pense que la formation, elle doit se faire déjà pour que les gens puissent, entre guillemets, s'accaparer la source même, les données. Ensuite, évidemment, la visualisation, que les gens puissent assez rapidement se rendre compte que non, ce que je vois n'est pas ce qui est dans les données. C'est ce que je vois sur l'image, c'est pas dans la boîte. Pour les pubs, on a des lois qui nous protègent contre ça. Si vous voyez une image et que c'est pas dans la boîte, vous pouvez porter un recours. Pour les data viz, on n'a pas de recours pour ça, pour l'instant, à ma connaissance. Si quelqu'un montre un graphique et c'est pas du tout ce qu'il y a dans les données, y compris les données qu'il a pu sélectionner lui-même, il n'y a pas de recours. Il n'y a pas, à l'heure actuelle, de diffamation, entre guillemets, pour présentation mensongère. Donc, il faut former absolument tout le monde. Et évidemment, parfois, les gens font aussi des erreurs. Et donc, il faut former les gens qui vont ensuite, qui ont des responsabilités, soit électives, soit médiatiques, soit de décision. Tu as montré des exemples de décisions prises sur la base de mauvaises interprétations de graphiques. Et je pense que là, il y a un vrai gros sujet. Pour positiver, je compléterai par un sentiment personnel qui est que les data journalistes en France, c'est-à-dire les gens qui dans les journaux, et c'est devenu un véritable métier, qui s'est autonomisé. Avant, c'était les designers artistiques qui faisaient les infographies et aussi les graphiques statistiques. Maintenant, c'est un métier à part, avec des gens formés à l'open data, au traitement de la donnée, capables de préparer des chaînes des semaines à l'avance, notamment pour préparer les élections, par exemple. Et j'ai le sentiment qu'en France et même partout dans le monde, on a vu émerger une profession de qualité, à la fois de data journaliste globalement éthique. Ça a commencé avec le New York Times, par exemple, dès la fin des années 2000, ça remonte déjà à presque 20 ans. On a aussi une profession de décodeur qui a émergé, c'est-à-dire des gens qui n'hésitent pas à aller
exhumer un graphique ou un discours, hein, quelqu'un qui va citer des chiffres qui effectivement sont sans fondement. Donc on a globalement une expertise, une éthique qui se développe. Il est clair qu'à l'opposé, un politique qui lui a un message qui lui est favorable à faire passer n'hésitera pas à mettre des mots qui ne collent pas avec des chiffres qui peut-être sont vrais, parfois sont faux. Le décalage sera plus entre les mots et les graphiques. Mais par contre, j'ai du mal à imaginer un exemple de données exactes dont on dérive, vous l'avez plusieurs fois évoqué cet après-midi, des représentations fausses. Il faut regarder Fox News. Toutes les barres tronquées, par exemple. Et pour moi, ça, c'est un graphique faux qui ne tient pas debout. C'est pas Oui, un graphique- d'accord. Mais tout le monde n'est pas capable de voir qu'il est faux, en fait. C'est-à-dire que, moi, ce que je disais tout à l'heure, j'ai vu qu'il était faux parce que je suis un professionnel. Je suis sûr que Monsieur Lambda ne va pas vérifier les échelles de ses graphiques à chaque fois qu'il regarde un graphique. Mais c'est là où je te rejoins, c'est que, enfin, moi, sur ce que tu disais, je suis d'accord, il faut former tout le monde. Mais pour le consommateur final, c'est la data, puisque pour moi, la data, c'est un asset, c'est un bien mondial, dans le sens où l'humain n'arrête pas de produire de nouvelles connaissances, etc. Il faut les agréger, il faut comprendre qu'il y a plein de data, qu'à chaque fois qu'on nous montre quelque chose, c'est juste un petit bout, tout ça, je suis d'accord. Mais après, pour moi, la plus grosse emphase, elle se fait aussi beaucoup côté producteur, parce qu'on parlait d'éthique tout à l'heure, de production, etc. Moi, je suis souvent un peu provocateur quand je forme les gens. J'ai beaucoup de gens, quand je les forme, ils me disent « D'accord, mais Cyril, j'aimerais que tu me dises combien de jours il faut que je prévoie de formation de mes utilisateurs au dashboard que j'ai produit ?» Et je les regarde assez provocateurs et je leur dis si tu comptes en jours, c'est que tu as raté le design de ton dashboard. Parce que si on doit expliquer en jours, finalement, et c'est là où je pense que oui, le consommateur final, mais je ne vais pas passer des jours à lui expliquer un graphique. Si je dois passer des jours à lui expliquer comment interpréter un graphique, est-ce que la question n'est pas, est-ce que le graphique, il n'est pas un peu tordu et pas facile à digérer, quoi. Donc, ça dépend quand même un peu de la complexité de ce que tu représentes. Ça dépend de la complexité de ce qu'on représente, c'est ça, pour moi. Et pour moi, plus ce que je représente en visualisation est complexe, plus je suis quasiment obligé d'y rajouter des mots. Mais finalement, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un vrai besoin de formation, mais la question que je me pose, c'est que finalement, quand on regarde les cursus, on pourrait, chez les scientifiques, alors évidemment, les scientifiques utilisent beaucoup des graphiques, ils sont peut-être plus habitués, quand on est ingénieur, à manipuler des datas et à les représenter, mais finalement, vous faites de la sociologie, vous allez aussi utiliser des graphiques, vous allez aussi faire tout un tas de choses, et finalement, on n'a pas ça dans les cursus, alors qu'on devrait avoir ça un peu comme on apprend l'anglais, comme on apprend le français, on devrait apprendre la data et la data vise, quoi, quelque part. Et ça, il n'y a pas. Alors, tu l'as dit, hein, Cyril, tu le fais toi en interne, voilà, parce que donc est-ce qu'aujourd'hui il faudrait mettre ça dans tous les cursus scolaires, même depuis le premier âge? Je pense que tu veux dire qu'il faudrait que Toulouse DataVis intervienne dans toutes les écoles de France et pas seulement comme on l'a fait pour le parcours laïque et citoyen. Pas forcément tous les DataVis, parce qu'on n'aurait pas les moyens de faire des choses pareilles, mais globalement que voilà, on a fait effectivement au sein de Toulouse DataVis des interventions vers les collèges pour essayer d'un peu expliquer aux enfants voilà, des choses aussi bêtes que le graphique qui descend à zéro, ils nous regardent avec des gros yeux, ah bah oui, c'est juste que bon, et là ils n'avaient jamais entendu parler de ça, quoi. Et je me dis que finalement, on pourrait enseigner ça un peu, pas comme on enseigne d'autres choses. Et finalement, il n'y a pas de module même d'intervention où ça reste très hétéroclite. De temps en temps, il y a un intervenant qui va venir, ou, etc. Comment est-ce qu'on pourrait faire finalement pour que ce soit plus enseigné de manière presque comme une matière en tant que telle, quoi? Enfin, en fait, je ne suis pas 100% d'accord avec vous. Hein. Je n'ai pas envie d'être d'accord, de toute façon, c'est ce que je disais. Non, mais c'est ce que, en fait, j'ai l'impression que ça va plus loin. Moi, ce que je vois derrière tous ces enjeux, c'est surtout des enjeux d'esprit critique, en fait. Mais actuellement, je veux dire, il n'y a pas d'éducation à l'esprit critique. C'est ça. Et à la science. La science ouais, non peut-être plus. Aussi. Enfin, je veux dire, l'esprit critique, c'est déjà juste ne pas se faire avoir, ne pas prendre comme argent comptant ce qu'on nous dit parce qu'on est une forme d'autorité. Donc derrière, après, la forme d'autorité peut s'appuyer sur de la data. Donc très bien, on a l'impression qu'en plus, on rajoute de la science, donc que c'est encore plus sûr qu'on a encore plus raison, mais toujours pas. Et ce qui se joue derrière, ça reste pour moi l'esprit critique. Juste ne pas croire aveuglément ce qu'on nous dit, que ce soit appuyé ou pas par de la data ou quelque chose comme ça. Du coup, moi, ça serait plus... Il faudrait des cours, en fait. Des cours d'esprit critique. Un peu d'esprit critique à l'école, ouais, ça serait bien. Hein, au lieu de faire des cours de sport, excusez-moi. C'est ce qu'il y a pas mal... c'est pour ça que je parle de science, c'est que
justement, pendant le Covid, les gens étaient effarés que les scientifiques ne sachent pas dire si oui ou non il fallait faire ceci ou cela, et si ceci marchait ou pas. C'est bien la preuve que les gens n'ont pas compris ce que c'était la science, quoi. C'est en ce sens-là que je pense qu'il faut faire de la science. Il ne faut pas forcément enseigner les maths et la physique. Il faut enseigner l'esprit critique, la recherche, l'avancée, l'état des connaissances et cette espèce de doute permanent qui est « ok, j'ai compris ça, mais à l'heure actuelle, mais peut-être que dans un autre contexte, ce ne sera pas ça ». Ce qui, à l'heure actuelle, manque vachement. C'est pour ça que je parle de complexité, c'est dont j'ai un peu peur. Hein. C'est qu'à l'heure actuelle, on réduit la complexité pour peut-être parfois des raisons d'efficacité ou de temps. Et donc, on va... Ouais, ou d'approbation générale. Hein. Ouais, et puis je te rejoins, on réduit aussi l'esprit critique. Absolument. Voilà. Donc, il faut faire plus simple. Ah non, il faut complexifier et apprendre aux gens à... Je sais, mais justement, c'est parce que comme l'esprit critique, je trouve que, clairement, on vit dans des sociétés où l'esprit critique devient quelque chose de plus complexe. Je sais pas. Je trouve qu'on rentre dans une ère de plus en plus partisane. Je suis pour, je suis contre, je suis les nuances. On vit à une époque où la nuance, je trouve que, alors je me trompe peut-être, hein, parce qu'il faut prendre des plus grandes échelles, mais je trouve que c'est un point clé, l'esprit critique, parce que c'est la base de tout en fait. C'est d'être capable de prendre du recul sur ce qu'on fait. Et donc, on parlait de méthode, on parlait d'éthique. On parlait de critiquer, de ne pas prendre les choses pour argent comptant. Et effectivement, il vaudrait mieux avoir des cours d'esprit critique que d'expliquer des graphes à des gens, finalement. Alors justement, je vais rebondir un peu sur cette remarque. On pourrait tout à fait imaginer que effectivement les choses sont complexes et qu'on a tendance à faire des graphiques assez simples pour dire voilà, c'est bien, c'est pas bien. Et finalement, on pourrait utiliser, parce qu'on en a plein en magasin, là, des graphiques qui peuvent être très compliqués, très complets, où on peut mettre beaucoup d'informations à l'intérieur, et qui montre beaucoup de choses, mais sauf que il faut y passer du temps dessus. Et finalement, ça vient un peu à l'encontre de ce qu'on vient de dire. Et finalement, si on veut mettre des graphiques qui sont très compliqués, ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne aux gens à les comprendre, ou en tout cas les amener à les regarder, à vouloir le faire. Et finalement, si vous mettez un graphique un peu complexe, et ben les gens vont regarder ce truc-là, ouh là là, hop, et pour passer à autre chose, quoi. Et finalement, on pourrait expliquer pas mal de choses de data vis, de cette complexité à travers des data vis, qui ne soient pas des discours finalement. Donc c'est un peu contradictoire peut-être un peu avec ce qu'on dit, non? Je sais pas, contradictoire oui, mais non, parce que contradictoire oui dans le sens où il faudrait mettre les choses les plus simples possibles pour être sûr de ne pas faire d'erreurs, etc. Et ça va à l'encontre de ce qu'on est en train de dire, en ayant un esprit critique, en mettant des choses plus complexes, etc. Par contre, on peut peut-être distinguer, on va dire, deux familles avec plein de nuances, mais il y a peut-être des choses qu'on peut donner sans notice et des choses avec lesquelles il faut laisser une notice, tout simplement, quoi. Oui, alors là, je vais effectivement aller dans ce sens-là et dans le sens d'Alain Rouen qui est dans la salle, qui a une vision parfois disons, un graphique doit provoquer quelque chose. Et d'ailleurs, nous avons, dans les posters qu'on a affichés, il y a des graphiques qui sont, voilà, on regarde, on ne sait pas très bien ce qu'on voit, mais on est un peu attiré par une question. Est-ce que le graphique questionne, me pousser à essayer de trouver une réponse, et finalement, je vais me rendre compte que là, ah oui, là, il y a quelque chose. Là, c'est intéressant, et plus je pose de questions, plus je réponds aux questions, et donc plus j'apprends. C'est aussi une des approches qui est possible. Mais évidemment, il y a plein d'approches. Je pense que, comme toujours, les solutions sont multiples, quoi. On peut mettre un graphique où on ne comprend rien. On peut mettre une photo à laquelle on ne comprend rien. Ça pousse le questionnement. Ce qu'il faut, c'est que derrière, on laisse il y ait quelque pas les chose. gens seuls Voilà, face. il y a quelque chose. Après, on sait qu'il y a aussi plusieurs manières. Moi, je pense qu'il faut un moment un engagement aussi de l'utilisateur, quoi. Donc, on peut peut-être aussi le guider là-dessus. Donc, il y a plein de trucs. Il y a tout ce qui est storytelling. Il y a je ne sais plus comment ça s'appelle, une sorte de mix entre data et serious game. Il y a des choses comme ça qu'on peut utiliser pour aider l'utilisateur à un moment à s'approprier la donnée, à s'intéresser, à aller fouiller un petit peu, et pas juste lui dire tiens, allez, voilà une data vise, débrouille-toi. Bon, déjà, c'est pas forcément une data vise, peut-être une data vise avec des choses qui décorent autour et une partie de la chose, quoi. Du coup, ça va comme quand même aller avec une notice, du coup. Donc, en fait, il faut peut-être une notice, finalement. Sous une manière peut-être un peu sympa, quoi. Oui, c'est ça. Et on laisse pas Eric parler. Bon. Non, je réfléchissais à la notion d'esprit critique et
Je pense que l'esprit critique, c'est aussi accepter qu'on ait pu se tromper ou qu'on ait pu construire des opinions qui méritent d'être reconsidérées. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vont vers des médias, vers des réseaux sociaux, dont ils savent a priori qu'ils vont confirmer ce qu'ils pensent déjà, et qu'ils ne sont pas disposés à changer d'esprit ou à accepter qu'une data-vise ou qu'une enquête, ce n'est pas forcément une expression chiffrée, mais puisse modifier leur vision du monde. Donc le plus grand travail, je crois, personnel à faire, c'est oui, d'accepter, d'apprendre quelque chose de nouveau et peut-être de reconsidérer les choses. Après, évidemment, je ne peux pas objecter à l'idée que former les masses, et notamment dès l'école et peut-être dès la seconde et la première, et Jacques Bertin s'était engagé dans un programme de formation en école primaire, en démontrant au collège, avec Roberto Gimeno, qu'on pouvait intéresser les jeunes enfants à la graphique. Il y a des exemples très simplifiés, avec des matrices ordonnables. Enfin, c'était extrêmement ambitieux et ça a fonctionné. Mais il est quand même aussi très efficace de former ceux qui produisent les graphiques. Ça va quand même plus vite. Je n'oppose pas l'un à l'autre. Et je crois que ça se fait dans les écoles de journalisme, à Sciences Po. Ça se fait, Christophe, tu y participes. Si on éduque les gens qui produisent des graphiques à les produire correctement et à détecter, en développant un sentiment d'éthique, les mauvais comportements chez leurs confrères, déjà on habitue les gens à voir des choses de qualité. Oui, tu voulais rajouter quelque chose? Non, oui, je me demande toujours comment il faut faire, mais effectivement, je pense que quand on sait faire quelque chose, on comprend mieux comment il marche ensuite. Donc l'éducation, on l'a fait qu'une fois en fait. Si on éduque les gens à produire des graphiques, finalement, quand ils liront des graphiques, comme ils savent comment on les produit, ils sauront les lire. Donc là, peut-être qu'on peut faire deux pierres d'un coup. Et donc peut-être que juste éduquer les gens à lire, ça peut être un peu rébarbatif, un peu donneur de leçons, et que peut-être c'est par l'action, par la production, inciter les gens comme on le fait, comme on le fait tous en fait, en faisant faisant participer des équipes, des étudiants, des gens dans son entreprise à produire des graphiques, on contribue à cet effort-là en amont. Je me retrouve très bien dans ce que tu dis là, Christophe, et je pense que la plupart d'entre nous ont envie ou besoin de produire des graphiques parce qu'ils sont dans une association, parce que ce n'est pas simplement dans le cadre professionnel, et qu'en réalité, les outils permettant de construire des graphiques ne sont pas si généralisés que cela, qu'on est souvent rapidement bloqué par des barrières à l'entrée pour obtenir les jeux de données, les préparer, les façonner à sa guise. Et nous, experts de la data-vise, entre guillemets, on sait mobiliser R, on sait mobiliser Tableau, qui n'est pas gratuit, on sait mobiliser D3, évidemment. Ce n'est pas du tout à la portée du tout venant, c'est complexe à maîtriser comme outil, ça demande beaucoup d'investissement. Et on n'aide sans doute pas suffisamment les gens à qui nous nous adressons à leur délivrer des trucs et astuces plus simples. Il y a quand même des outils comme Data Wrapper qui sont quand même vachement bien foutus et qui sont vraiment très très accessibles. Je sais qu'Edith est une grande fan comme moi Je suis très fan aussi. Mais de tout ce qui est fait autour de Data Wrapper, parce qu'il n'y a pas juste que l'outil, il y a comment on l'utilise, quelques questions extrêmement pratiques développées sur des exemples qui permettent à des gens. Et j'ai quand même l'impression, et ça c'est une note d'optimisme personnel, mais que la jeune génération s'amuse bien à faire ça quand même. Donc si la jeune génération s'y met un peu toute seule, si on lui donne un petit coup de pouce et si les outils sont là effectivement, et bien sûr les outils gratuits d'abord, parce que voilà, c'est quand même comme ça qu'on s'amuse le mieux, on le sait. Là je pense qu'en fait il y a quand même déjà de quoi s'amuser, faire des cartes, faire des tas de choses, il y a vraiment déjà de quoi s'amuser. Après oui bien sûr, il faut s'investir, mais bon. Les premiers gamers, ils sont produits leurs jeux eux-mêmes, peut-être programmer du pendu ou je sais pas quoi. J'approuve la publicité pour Data Wrapper, qui est vraiment un très, très bel outil, qui est utilisable gratuitement dans une large palette. Il a une version payante, mais qui connaît Data Wrapper? Donc je l'avais mis dans la fin de notre présentation, donc vous ne l'avez pas vu. Elle sera en ligne. Et Data Wrapper permet de faire des graphiques, mais il nous manque encore, je crois, des outils simples
pour visualiser un CSV, renommer des colonnes, changer leur type, transposer. Ça commence à apparaître dans l'écosystème observable des trois, et ces dernières semaines, il y a des choses vraiment intéressantes autour de Mike Freeman, je les cite au passage, mais elles sont encore extrêmement rares, parce qu'avant de pouvoir faire un joli graphique, il faut pouvoir triturer les données de la bonne façon. Et c'est souvent là qu'on s'arrête, malheureusement. Ok, j'ai envie de vous poser, parce que le temps tourne, une petite question en conclusion, avant d'avoir éventuellement quelques questions au niveau de la salle. Finalement, on s'est posé la question, est-ce que les graphiques peuvent remplacer des bons discours? Alors, je ne sais pas si on a répondu à cette question-là, mais j'ai envie de me dire, d'essayer de se placer dans 10 ans, et de se dire quelle sera la place en fait de la data vis dans 10 ans. Est-ce que finalement on pourra dire dans 10 ans les data vis vaudront mieux que 1000 mots, ou est-ce que finalement on est dans un effet de mode et puis non, ça va peut-être pas se développer aussi vite que ça. Donc je sais pas quel est votre sentiment. Alors 10 ans c'est très long, hein. Il peut se passer beaucoup de choses, mais on peut avoir un feeling. Donc j'aimerais avoir un peu votre feeling par rapport à ça. Moi déjà il y a un truc, les mots, on en parlait tout à l'heure, les mots et les images, pour moi il ne faut pas les opposer, c'est deux choses différentes. D'ailleurs on en parlait tout à l'heure, c'est pas parce que j'arrive à faire un graphe finalement qui effectivement est peut-être plus efficace que 1000 mots qu'on n'a plus le droit de les prononcer. C'est-à-dire, j'explique quelque chose à quelqu'un, on a vu tout à l'heure, tu fais un très beau résumé de disputes sur Internet. Un autre exemple, nous sommes là aujourd'hui. Aurions pu faire une data vis pour partager ce qu'on a partagé avec tout le monde aujourd'hui. Ça ne serait pas possible. Donc pour moi, la data vis, c'est vieux comme le monde. On en parlait du cerveau, etc. Mais il se trouve que les outils sont plus efficaces aujourd'hui, donc ça se multiplie. On va en voir plus mécaniquement, forcément. Plus les outils vont simplifier, plus les librairies sont accessibles, plus j'aurai des outils gratuits qui me permettent ça va se multiplier. Maintenant, remplacer les mots, non. Pour moi, les mots et les images restent deux choses différentes. Je disais pas ça, je disais ce que tu dis, toi. Donc c'est en fait, finalement, on va faire de plus en plus de graphiques et ça va continuer à évoluer, j'allais dire presque de manière linéaire, quoi. Voilà, si je résume un peu ton discours. Oui. Christophe ? Oui, alors moi d'abord, je ne suis pas d'accord sur le fait que 10 ans c'est long. Ça dépend où. Il y a des endroits où 10 ans, la technologie avance très très vite. Il y a des endroits où 10 ans, ça avance encore plus vite parce qu'on bénéficie de la technologie des autres. Moi, je ne suis pas sûr qu'en France, on ait progressé tant que ça en 10 ans. Par contre, je pense qu'il y a des pays dans le monde où, avec les outils qui sont mis en ligne, on a énormément progressé sur le traitement de la donnée. Parce que les gens ont accès à Google, alors peut-être pas à Data Wrapper parce que c'est peut-être pas encore assez connu, mais les gens ont accès à des outils qui leur permettent enfin de traiter leurs données. Et il y a des technologies qu'ils n'avaient pas il y a 10 ans. Donc il y a des endroits dans le monde où ça va aller très vite 10 ans. Et donc de ce fait-là, dans le monde, moi je suis prêt à prédire que oui, il y aura de plus en plus de production de graphiques pertinents avec génération de données qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. Ça, voilà, c'est peut-être un peu mon biais actuel qui parle. Ensuite, je suis d'accord sur l'opposition mots et graphique. Un graphique sans mots, ça n'a pas d'intérêt. Je pense que les études que tu citais l'ont montré. Quand tu regardes un graphique, la deuxième chose que tu regardes, c'est qu'est-ce qu'il y a écrit dessous, au-dessus. Qu'est-ce qu'il y a écrit. Tu regardes le graphique, tu regardes ce qu'il y a écrit, c'est-à-dire pour connaître la légende ou un titre. À partir du moment où tu as compris le titre, tu retournes au graphique. Donc les mots et les graphiques, il ne faut pas les opposer, ça va ensemble. C'est un discours. Et sur l'évolution, est-ce qu'on va produire plus dans le monde? Oui. Moi, je trouve que surtout, est-ce qu'on va produire mieux, en fait? C'est peut-être ça le défi. En fait, si on parle d'évolution, alors je ne sais pas si ça sera 10 ans ou pas. On en parlait tout à l'heure, un des rôles de la data vis, c'est, je ne sais plus qui utilisait le verbe clarifier, et j'ai envie de dire aussi agréger, c'est-à-dire finalement il y a beaucoup d'informations, comment on fait pour les digérer. Mais on a encore un gros problème aujourd'hui. Moi par exemple à titre personnel, je suis quelqu'un d'assez curieux, j'aime lire. C'est très compliqué de lire. Plus le temps avance, plus c'est compliqué de trouver des sujets qui m'intéressent. Alors il y a des systèmes d'agrégateurs, c'est-à-dire que moi j'utilisais Zeit à l'époque, qui a été racheté par Flipboard, là. Donc Flipboard est un des agrégateurs d'informations aujourd'hui. Peut-être que dans la data vis, justement, il y aura des évolutions qui vont nous permettre finalement
de mieux appréhender cette masse d'informations qui nous entoure finalement, avec des façons de les digérer, comme tu dis, peut-être plus automatiques, ou de me représenter le monde de façon plus facile finalement. Mais le rôle premier pour moi de la data vise, c'est de simplifier des choses qui pourraient paraître plus complexes, pris point à point, quoi. Disons que c'est pour agréger, essayer de clarifier une agrégation de points finalement et d'intersections dans un certain nombre de choses. Donc peut-être que l'évolution, c'est que la data vise va nous aider dans des sujets beaucoup plus comment je fais pour choisir mes articles que j'ai envie de lire ce matin en prenant mon café. Beau challenge. Moi, pour ma part, franchement, ça dépend des jours. Il y a des fois, je pense que ça n'émergera jamais et qu'il en passera rien, il se passera rien, et ça me désole ces jours-là. Bah ouais. Et pourtant, après, j'y crois dur comme fer. Alors, bon, clairement, en plus, il y a différents objectifs dans ce qu'on appelle vulgairement la data vise. Bon, les dashboards ont plutôt le vent en poupe. Bon, très bien, c'est cool, ça fait déjà ça de prix. Je pense qu'il est possible de faire des recherches un peu exploratoires, même dans le domaine de l'industrie et pas forcément dans la recherche. Donc, c'est bien aussi. Après, tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, c'est beaucoup, j'ai l'impression, des sujets sociaux, journalistiques et compagnie. Je trouve qu'en France, on est quand même bien à la bourre, quoi. Donc, ça serait bien... Ouais, hein, on est d'accord. Par rapport à ce qui se passe même, je sais pas, en Allemagne, pas très loin. Bon, ils sont quand même largement au-dessus de nous. Et j'ai l'impression depuis 5 ans que ça bouge pas des masses. Alors oui, bon, il y a quelques initiatives, hein, mais... Sur le data journalisme, par exemple, les journalistes en France, la situation est quand même assez dramatique. Et on sait qu'il y a... Tu citais les décodeurs, mais c'est vraiment les seuls, quoi. Le Télégramme. Il y a vraiment très très peu de postes où les gens sont des data journalistes, quoi. Ils en font un peu, ils n'ont pas le temps. Voilà, ils n'ont pas le temps, ils sont pressurisés. Ils sont 60 au Washington Post. C'est difficilement bankable, c'est toute cette problématique-là, quoi. Après, bon, comme on le disait, il y a d'autres champs là-dedans. L'art, moi, j'adorerais. Voilà. Il y a peut-être des possibilités. Eric, tu avais l'air d'être un peu en désaccord par rapport au propos parfait. de Florian. Donc. Soyons en désaccord. Oui, rien que parce que pour faire plaisir à Florian. Merci. Alors moi, je trouve qu'au contraire, il y a de très bons data journalistes en France. Et ils sont peu, je suis d'accord, mais ils sont peu. Dans tous les grands journaux, y compris dans les quotidiens régionaux, ils sont peut-être pas 50 partout, mais c'est une profession qui s'est individualisée. Et moi, si j'avais une carrière à refaire, je rêverais d'embrasser cette profession, c'est évident. C'est possible qu'effectivement ça s'individualise. Je suis nul. Mais aussi bien aux Parisiens qu'à l'Express, qu'au Monde, qu'à Libé, au Figaro. Ils ont tous de très très belles équipes, souvent avec des jeunes motivés. Le mot data vise est à la mode, il est relativement récent, mais la représentation graphique des données, elle a plusieurs siècles derrière nous. Et Michael Friendly, l'un des chercheurs en data visualisation, qui a d'ailleurs beaucoup contribué à faire connaître l'apport des Français à l'âge d'or de la data visualisation, qui date à la fin du 19e, donc l'époque de Charles-Joseph Minard, d'Émile Chesson et de quelques autres, démontre qu'on n'a pas arrêté de produire des graphiques et des cartes depuis William Playfair, l'Écossais, qui a inventé les camemberts, les barres et les courbes il y a plus de 300 ans. Donc, ce n'est pas un essor de la data vise à laquelle on assiste, peut-être du mot data vise. Moi, je n'appelais pas ça comme ça il y a 30 ans. Quand j'ai commencé ma carrière dans le public ou dans le privé, des dashboards, des graphiques, je faisais du SaaS à l'époque. Il y a 30 ans, le mot dashboard était à la mode dans toutes les grandes entreprises. On parlait d'ETL à l'époque. Donc ce n'est pas du tout un phénomène nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'open data, c'est l'explosion de la mise à disposition de silos de données, de mise en série, de données aussi à des granularités géographiques très fines, jusqu'au carreau de 200 mètres maintenant. Et ce mouvement d'open data a donné envie à des tas de gens, par des marches citoyennes ou politiques, de mettre en circulation, c'est amplifié par la dynamique des réseaux, des mises en graphique qui jusqu'alors ne restaient qu'à l'intérieur de l'entreprise, pour l'essentiel ou du monde de la recherche. Donc je ne crois pas que la mise en graphique soit nouvelle. Bertin, il ne date pas d'hier. Je ne pense pas du tout que ce soit un effet de mode et que ça puisse s'arrêter. Par contre, j'aspire à ce que, effectivement, dans le domaine de l'éthique,
il y a de données en circulation et plus il y a le risque qu'elles soient falsifiées. Parce que l'une des dérives de l'open data, c'est de revendiquer d'avoir accès à la donnée à peine est-elle produite. Et finalement, de réduire à presque néant le rôle du statisticien dans son rôle de contrôle, de vérification, de protection aussi de l'anonymat des enquêtés. Et donc là, on a le risque d'avoir des données trop brutes de fonderie, insuffisamment affinées, mises. C'est pas si simple de mettre en série temporelle, de garantir que les nomenclatures sont cohérentes dans le temps. Ok, ben, merci. Alors, je vous propose peut-être de terminer sur ce débat parce qu'il nous reste 3 minutes. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Voilà. Alors après, est-ce qu'on peut... On va vous donner un micro. Oui, bonjour. Une question justement sur le datavisme. Il faudrait juste penser à le vulgariser un peu partout, notamment par des conférences dont on entend très peu parler, ne serait-ce que de les mettre en place ici où vous avez un support extraordinaire, en l'occurrence la mêlée numérique, où il se passe quand même énormément d'événements. C'est un endroit que je fréquente très régulièrement et je trouve que s'il y avait quelques conférences là-dessus, ben, ça ouvrirait déjà des portes. Commencez par là. Bah écoutez, je peux que dire que vous avez totalement raison. Donc nous, on est une association donc, toulousaine, Toulouse DataVis, on en a parlé un petit peu cet après-midi. C'est exactement ce qu'on fait à travers des rencontres, ce qu'on appelle des meet-up, donc vous connaissez peut-être, et qui sont justement des lieux où on fait des conférences, où on explique aux gens, c'est gratuit, c'est souvent fait dans des espaces de coworking qui nous accueillent ou à la cantine. Comment le sait-on ? Alors, sur comment notre le site sait-on ? web. Alors, on a un site web, on a même des vidéos qui s'appellent toulouse-dataviz, en un mot, dataviz.fr. Et on a tout un tas de conférences. Alors, il y en a qui sont très techniques. On parlait d'outils comme D3, des choses qui, pour la plupart des gens, ne sont pas simples. Sont pas forcément simples, mais on a fait, je me souviens, des conférences avec des data journalistes, on a fait venir des entreprises pour nous parler un peu de leur approche de la DataVis, donc on a essayé d'aborder tout ça. Alors effectivement, je suis peut-être un peu d'accord avec vous, sur certains aspects, on a tendance, ça s'adresse plutôt, les gens qui viennent nous voir, plutôt un public, j'allais dire, d'ingénieurs, de gens quand même plutôt bien éduqués, entre guillemets, plutôt que le citoyen lambda qui... C'est ce qui manque. Il y a un Voilà, peu alors ça, par d'entre-soi, contre, je ouais, sais... c'est clair. Hein, Je pense qu'il y a un peu d'entre-soi et que Madame a raison dans Oui. le sens où il faudrait que ça devienne dans ce cas-là une démarche citoyenne. alors, c'est ce qu'on a C'est essayé... exactement ça. C'est ce qu'on a essayé de faire D'accord. avec... on a une action qu'on mène avec le département de la Haute-Garonne à travers un programme de conférences qu'on peut faire dans les collèges. Donc, on propose de faire des conférences dans les collèges. Bon, ça reste dans un cadre très, très précis. Après, on n'a pas d'action, j'allais dire, grand public. On ne s'est en tout cas pas posé Mais la question de cette cantine manière-là. numérique est un excellent endroit. On va poser la question à Édouard, voir comment on pourrait faire. Mais Edouard, il serait d'accord. Hein. Oh, je suis sûr. Il n'y a pas de problème, je le connais. Il ne va pas dire non. Hein. D'accord. OK. C'est bon, merci. Merci à tous. Merci.